Alors, le souci de soi aujourd'hui, je vais parler d'Ernst Jünger et de son anticipation du smartphone. Je crois que c'est une excellente manière de s'introduire au concept de société de contrôle. Et ce que Jünger a écrit en 1949 est absolument fulgurant. Donc, je vous donne juste un petit peu de contexte. Si vous ne connaissez pas Ernst Jünger, c'est un écrivain allemand qui aujourd'hui, malheureusement, est assez peu réédité. Donc l'extrait que je vais prendre là vient de Héliopolis. Beaucoup de ses œuvres, Le Travailleur, Héliopolis, beaucoup de ses œuvres sont aujourd'hui introuvables. Der Waldgang, le recours aux forêts, tout ça c'est introuvable, ça n'est pas réédité et je ne comprends pas pourquoi. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement brillant et d'extrêmement prescient. C'est vraiment très très fort. Une des raisons, bien sûr, c'est que Ernst Jünger est perçu comme étant d'extrême droite, mais faut comprendre. Donc, il est né en 1895, très jeune, il se met à fuguer, il part en Afrique du Nord pour s'engager dans la Légion étrangère française pour aller faire la guerre, quoi, alors qu'il a 17 ans. Son père arrive à le récupérer. Heureusement pour lui, on va dire, ce qui est étrange, mais il y a la Première Guerre mondiale qui se déclenche. Et lui, il part à la guerre, il est tout content, c'est un adolescent, quoi, et il devient un héros de la Première Guerre mondiale. Et il publie un récit à la sortie de la Grande Guerre, qui s'appelle Orage d'acier, et qui raconte son quotidien dans les tranchées. Et là, on voit émerger un écrivain absolument incroyable. Pendant toutes les années 30, il flirte avec l'extrême droite, ambiance bolchevique, quoi, on va dire. Les gens qui sont un peu extrême gauche, extrême droite, à la manière de ce que représentaient les SA avant que Hitler les zigouille. Et donc, en ça, il a quelque chose, d'extrême droite, etc. Mais il a vécu 103 ans, ce monsieur. Donc, il faut un peu se projeter et voir que déjà aussi, en 1939, il publie Les Falaises de Marbre, qui est un roman surréaliste qui aura inspiré des gens comme Julien Gracq, par exemple. Et dans ce roman surréaliste, il y a une dénonciation explicite du nazisme, d'Hitler et du stalinisme aussi. À l'époque, il y a même beaucoup de nazis qui veulent supprimer Jünger, mais Hitler dit non, c'est pas possible, on ne touche pas à ce héros, et donc on laissera Ernst Jünger tranquille, qui passera le plus clair de son temps pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Ce n'est pas alors lui il va déjeuner avec Picasso, il voit les artistes, il tient son petit journal, il a la belle vie dans Paris occupé. Mais dans le même temps, il y a son fils Ernstl qui lui fait des blagues sur Hitler, qui finit par être jeté au cachot. Donc son père intervient, Ernst, et son père intervient pour sauver la peau de son fils, mais son fils quand même est envoyé au front en Italie. En espèce de punition. Je donne tout ça parce que c'est un contexte très intéressant. Et donc son fils, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il perd son fils à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et son fils meurt dans des falaises de marbre en Italie. Il est tué par des alliés, par des combattants, je pense, italiens. Enfin, il est tué dans une falaise de marbre en Italie. Et en 1939, l'ouvrage de Ernst Jünger qui dénonçait l'hitlérisme, etc., s'appelait Les Falaises de Marbre, et c'était des espèces de moines reclus qui vivent comme ça sur une falaise au bord de la Méditerranée. Donc il a planté un espèce de décor dans lequel son fils se fait tuer quelques années après. C'est pour dire un peu à quel point on touche à un personnage où il y a une espèce de truc vraiment bizarre qui l'entoure. Et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il rencontre donc Albert Hoffmann, et il se met à prendre du LSD avec Albert Hoffmann. Das erste Mal mit Hoffmann hat ein ziemlich großes Glas und dann eine Glasröhre, und die tauchte in LSD und ließ einen tropfen. Und das hat bei uns schon mächtig gewirkt. Ich finde LSD schon gut, dass man so gewissermaßen eine Welt, von der die sonst gar keine Ahnung haben, dass die eröffnet wird durch LSD, und das LSD ist gewissermaßen ein Türöffner. Aber Sie interessieren sich auch für Computer, oder? Nein, gar nicht. Wo das Denken und die Maschine zusammenkommt, das ist uninteressant. Deswegen in Ihnen geht es um etwas anderes, eine geistige Entwicklung. Rauschmittel schon besser.
c'est pour dire le niveau du gars, quoi. Héros de la Première Guerre mondiale, et dans les années 40, il est en train de prendre, fin des années 40, il est en train de prendre du LSD après avoir passé sa Seconde Guerre mondiale à discuter avec Picasso à Paris. Et c'est dans ce cadre qui pond Héliopolis, dont je vais lire un extrait. Voilà, c'est, je sais pas, il y a quelque chose chez Ernst-Jünger qui est bon, et donc il est assez tabou parce qu'il est très à droite, mais dans le même temps, le mec d'extrême droite qui prend du LSD, c'est assez, je sais pas quel est le mot pour qualifier ça, mais assez amusant. Enfin voilà, on peut dire, voilà, le Prussien complètement sérieux qui se prend du LSD dans la gueule, c'est juste hallucinant serait un bon mot. Et alors donc, il publie, après ces petites expériences de LSD, il commence, il aime bien les champignons hallucinogènes aussi, il aime bien tout ça. Et en 1949, il écrit ce livre qui s'appelle Héliopolis, un roman donc qui se passe dans une ville qui s'appelle Héliopolis. Et à la page 405 de cette édition, c'est chez Christian Bourgeois éditeur, on trouve la description suivante. Je vais vous le lire et vous allez voir que c'est absolument prescient et très très intéressant parce que ça donne un petit peu la vue de la logique qui est à l'œuvre avec le smartphone, parce que on pouvait le décrypter il y a longtemps, et donc si on pouvait le décrypter il y a longtemps et que c'est effectivement ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on peut voir maintenant toute l'évidence d'une telle machine. Donc il parle du phonophore. C'est le phonophore et le nom d'une machine qui est décrit ici. Et on ne voit guère d'adultes à Héliopolis qui sortit sans son microphone. Donc le microphone étant le phonophore. Les capsules plates se portaient dans la poche gauche du veston, dont elles dépassaient d'un travers de doigt. Donc un petit peu comme un téléphone qu'on aurait dans la poche et qui dépasse, exactement comme aujourd'hui. On reconnaissait leur rayon d'action à la différence de métal, différence de marque, différence de couleur sur les iPhones, et cela aboutissait comme jadis, par exemple, les décorations à une certaine hiérarchie, qui se manifestait dans les questions de préséance, de priorité ou dans les rapports avec les pouvoirs publics. Cerner, qui est donc un personnage, Cerner s'était aussi, en ses études, occupé du phonophore. Il en parlait dans l'un de ses petits écrits parus sous le titre « Des 3 degrés de l'égalité ». L'étagement des 3 grandes révolutions de l'âge moderne menait, selon lui, de la religion à la technique en passant par la politique. Le premier de ces bouleversements s'en était pris au clergé. L'individu y avait conquis le droit de ne dépendre que de Dieu seul. On reconnaît le Luther, etc., le protestantisme, où on court-circuite le clergé. Le second, donc moment de révolution, le second avait visé l'ancienne aristocratie et aboli les privilèges de l'ordre féodal au bénéfice de la liberté civile et de la classe commerçante, donc la révolution bourgeoise. Et pour finir, le travailleur était apparu et avait fait des droits civils une fonction du surhomme. Au cours de cette évolution, la liberté s'était perdue. Elle s'était dissociée en égalité. Les hommes se ressemblaient comme des molécules qui ne diffèrent que par l'intensité de leurs mouvements. Et Cerner appelait cet état de choses le monde cinétique, monde du travail. Il faut savoir que Jünger donc, a publié un livre qui s'appelait Le Travailleur et qui essayait de dépeindre cette figure, c'était dans sa période la plus fascisante, on va dire, qui essayait de dépeindre cette figure d'un nouveau surhomme totalement dédié et absorbé par la machine, quoi. Et par la suite, il évoluera, bien sûr. On imagine qu'en prenant du LSD, il devient beaucoup plus critique. Enfin voilà, il peut y prendre ses mesures. Je continue. Dans ce contexte, le phonophore était apparu comme l'agent idéal de la démocratie planétaire. Le moyen de relier invisiblement tout le monde à tout le monde. La présence de l'antique assemblée du peuple, du marché, du forum s'étendait ici à toute la planète et même au-delà. Surtout, le phonophore était un simplificateur sans pareil. Depuis qu'il avait trouvé sa forme parfaite, le vote et la consultation du peuple n'offraient plus de difficultés techniques. La volonté et l'opinion des grandes masses se connaissaient et se mesuraient sans retard, et presque par un simple effort de pensée. C'est le sondage, le capitalisme de la surveillance, on a tellement de données qu'on peut palper l'opinion à chaque instant et savoir ce qu'il en est, et du coup, gouverner ainsi. L'Office du Point, donc, qui est un organisme du gouvernement, contenait l'une de ces machines qui venait à bout d'étranges calculs. On fait des calculs pour sonder l'opinion, savoir comment gouverner. Le oui, le non, l'indécision des foules s'y totalisait en ondes magnétiques et pouvait s'y lire à l'instant même. À vrai dire, poursuivait Cerner, donc qui théorise toute cette utilisation du phonophore, le droit de consulter se restreignait toujours à quelques hommes.
Certes, tous pouvaient entendre et donner une réponse, mais l'énoncé des questions restait le privilège de quelques hommes. Voilà, ça c'est très important. Le citoyen, c'est pas lui qui pose la question, on lui pose la question et il répond, et c'est ça qui sert à légitimer la démocratie qui, du coup, voilà, on voit la limitation. Il régnait une égalité passive, jointe à de grandes différences de fonctions. Les anciennes fictions du droit de vote se répétaient dans le style des automates. Le phonophore avait aussi un caractère emblématique en ce qu'il désignait de prime abord son porteur comme pourvu de droits commerciaux et politiques. Donc on peut imaginer ce qui va devenir si on commence à avoir des téléphones, des smartphones qui nous tracent et qui, en fonction de la maladie, en fonction de ce qu'on est, nous permettent d'aller quelque part, d'avoir tel ou tel statut. L'ancien retrait des droits du citoyen avait pour pendant, à ce stade, la confiscation du phonophore, la radiation des croisements de coordonnées. Avec son numéro, on perdait son visage. Donc ça, c'est le smartphone comme porteur d'identité. Et imagine qu'on te confisque ton identité. Et aujourd'hui, Google a un tel pouvoir sur les gens, par exemple. S'il ferme un compte Google, la personne ne peut plus se connecter nulle part, ni même peut-être à son distributeur d'électricité, parce qu'il y a une adresse email Google, etc. Donc aujourd'hui, bannir, te couper du smartphone, te couper de ton compte Google, c'est l'équivalent de la mise au ban à l'époque où on te chassait de la ville, on t'envoyait dans la forêt, et parce que tu avais fait de la merde, et dans la forêt, on avait le droit de te tuer, ou tu retournais à l'état sauvage. Et ben, il y a un bannissement numérique qui est décrit ici, qui correspond à ce qui était le bannissement au Moyen-Âge. Lucius se saisit de la petite Achine d'or et l'atteint à la lumière. Donc c'est un autre personnage principal. Comme s'il récitait un texte publicitaire, il fit voir à Boudour-Péry le cadran lumineux et les contacts. Le microphone universel, modèle pour oui normal, ne peut être ni acheté, ni vendu, ni cédé, lié uniquement à la fonction du porteur, et non à sa personne, à de rares distinctions près. Communique à chaque instant l'heure locale et astronomique, la longitude et la latitude, donc géolocalisation, enregistrement du temps, la situation et les prévisions du temps. Remplace carte d'identité, passeport, montre, cadran solaire et boussole, instruments nautiques et de météorologie. Transmet automatiquement la position exacte de son porteur à toutes les stations de sauvetage en cas de danger terrestre, maritime ou aérien. Donne par repérage la position de n'importe quel lieu. Indique aussi le montant du compte du porteur à l'Energion et remplace ainsi le carnet de chèques dans toutes les banques et dans tous les bureaux de poste et, par un décompte immédiat, les billets pour tous les moyens de transport. Sert également de légitimation lorsqu'on requiert l'assistance des autorités locales. Confère dans les troubles le pouvoir de commandement. Transmet les programmes de tous les émetteurs et les agences d'information, académies, universités, ainsi que les émissions permanentes de l'Office du Point et des Archives centrales. Permet de consulter tous les livres et tous les manuscrits, si du moins les archives centrales en ont pris un enregistrement sonore et que l'Office du Point les a mis dans son catalogue. Peut se brancher sur les théâtres, concerts, bourses, tirages de loterie, assemblées, bureaux de vote et conférences, et peut faire l'office de journal, d'agence de renseignement idéal, de bibliothèque et d'encyclopédie. On reconnaît donc bien vraiment le smartphone et Internet. Il y a tout et on est en 1949. Et monsieur a pris du LSD et inspiration quoi. Mais en communication avec tout autre phonophore au monde, à l'exclusion des numéros secrets, peut être garanti contre les appels. On peut aussi le brancher à la fois sur autant de numéros qu'on le désire. Autrement dit, rend possible les réunions, les rapports, les délibérations, les Skype, les Zoom quoi. De cette façon, les avantages du téléphone sont unis à ceux de la radio. En tout ceci, poursuivit Lucius, il n'y a rien d'extraordinaire. Sa singularité repose sur la simplification, sur la concentration en un petit appareil. On croirait que la matière, avec ses grilles de cristal et ses métaux radioactifs, a pris une intelligence spontanée, et que l'on touche ici à l'un des passages de la technique à la magie pure. Comme ceux auxquels s'emploie le surintendant des mines. Donc là, on a vraiment le côté où l'objet technique devient incompréhensible pour l'utilisateur et on passe dans un truc un peu magique où c'est à la fois l'outil magique et l'outil qui va aliéner. Le surintendant, ça c'est assez simondonien ce que je viens de dire, mais c'est pour ça que tout est dépeint là et je trouve ça vraiment magnifique. Le surintendant ne voit en ces choses qu'une béquille qui permet d'apprendre à marcher. Il tient la technique pour une sorte d'accélération spirituelle qui finit par mener au vol libre, puis à l'immobilité. Elle est pour lui une expérience de l'esprit, l'équipement devient superflu lorsqu'elle a réussi, grâce à la découverte des ultimes formules. Alors, le verbe, le poème et peut-être la musique relaieront la technique.
Voilà, donc j'arrête ici, mais je crois que c'est intéressant parce que on a absolument tous les éléments qui décrivent ce que c'est qu'un smartphone comme instrument de connaissance d'un côté, mais aussi instrument de contrôle et instrument de gouvernement, de manière de connaître, de sonder, de savoir ce que pense chacun et de poser les bonnes questions et de gouverner ainsi et de faire payer par téléphone par le smartphone, d'avoir l'identité sur le smartphone, de savoir où la personne est, etc., etc. Et ça, c'est en 1949, donc c'est pour donner la mesure de ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est quelque chose qu'on pouvait anticiper quand on regarde les forces à l'œuvre, et il peut y avoir du coup il y a différents points de vue. Il y a les critiques de la technique qui sont souvent des gens qui ne connaissent pas la technique, qui peuvent être des personnes comme Ellul en philosophie ou Heidegger. Et Heidegger était un ami de Junger, et Junger, bien sûr, dans la seconde partie de sa vie, voilà, rejetait totalement la technique et s'intéressait beaucoup plus aux drogues, comme il le dit. Mais est-ce que ces positions-là sont les meilleures, parce que ce sont des positions fatalistes qui disent ah bah de toute façon c'est comme ça. Et je pense que la position Simondon qui dit qu'on a besoin de nouvelles lumières au sens siècle des lumières, d'un nouvel encyclopédisme et de garantir que les personnes aient une connaissance de ce qu'ils utilisent et une véritable culture technique, ça me semble beaucoup plus intéressant parce que sinon on ne peut pas échapper à l'aliénation. Il y a quelque chose d'extrêmement fataliste, tant chez Junger que chez Heidegger ou même chez Ellul, etc. Quelque chose de fataliste qui n'a jamais réussi, qui dans toute l'histoire n'a jamais mené nulle part. Je veux dire, les gens qui disent de toute façon ça va être comme ça avec la technique, ça ne mène à rien. La technique est un problème depuis le début de l'humanité. C'est Prométhée, quoi. On nous a donné le feu parce que le dieu qui nous avait fait avant avait oublié des ingrédients, il a tout fait autour, il a fait les hommes tout nus. Donc Prométhée a eu pitié, il nous a balancé le feu. Et le feu, qui a expérimenté le feu, c'est que c'est très utile pour griller de la viande, pour se chauffer, pour pas mourir de froid, mais dans le même temps, on peut allumer des incendies et tout cramer. Et d'ailleurs, on peut noter qu'aujourd'hui, avec des règlements de la communauté de l'Union européenne, des règlements de l'Union européenne qui sont appliqués du coup en France, on n'a même plus le droit de faire un feu dans son jardin parce qu'on pense que ça va polluer, etc. Mais donc on nous confisque le feu, on nous met un téléphone dans la main, mais est-ce qu'on ne doit pas plutôt apprendre à affronter le danger et apprendre à connaître, à circonscrire, à savoir maîtriser un feu, à savoir utiliser la technique en tant que danger, et ainsi pouvoir avancer sans avoir à être l'ouaille de quelqu'un qui nous sonde et qui nous dit où aller, qui nous gouverne. Et la vie est douce, mais la liberté, du coup, n'est plus de ce monde. Voilà. Je vais continuer ensuite avec Deleuze.